Donc bonjour et bienvenue, à tous et toutes, pour ce webinaire, donc intitulé, «La mixité, un atout pour l'insertion». Donc ce webinaire, s'adresse, en premier lieu, aux structures de l'insertion par l'activité économique, de la Meuse, ainsi qu'aux prescripteurs, du département. Donc ce webinaire, est la restitution d'un travail, mené pendant 2 ans, sur le département de la Meuse avec 14 structures, d'insertion et 14 prescripteurs. Et cette action a été menée en partenariat avec, la Directe, 55, le département, Pôle emploi, l'IAE Grand Est, l'ACI, 55 et la délégation, aux droits des femmes et à l'égalité. Pour ce webinaire, donc moi je suis Amélie Pierre, je suis chargée de mission, à l'ARAC Grand Est et donc je serai accompagnée, de ma collègue. Micheline Tribia, chargée de mission également à l'ARACT Grand Est. Donc j'en profite pour vous expliquer un peu les particularités techniques d'être sur un webinaire Zoom. Et la plus grosse particularité, c'est le fait que nous ne vous voyons pas, vous nous entendez, mais nous ne nous vous entendons pas. En fait, ça ne veut pas dire que ce webinaire n'est pas interactif, bien au contraire. Vous avez la possibilité de communiquer avec nous, de nous faire part de, par exemple, vos soucis techniques éventuels, mais également de remarques ou de questions que vous souhaitez nous poser, soit à nous, Amélie et moi, soit aux conférenciers et aux témoins. Pour ça, vous allez sur la petite bulle qui s'appelle Converser en bas de votre écran. Et nous avons Camélia El Idrissi, notre chargée de communication, qui se fera un plaisir, voilà, elle est derrière la bulle, de vous guider, de repérer vos questions et de nous les transmettre. Nous avons 2 moments, où vous allez pouvoir poser ces questions. Amélie va vous expliquer tout ça. Si on ne répond pas à toutes vos questions, on fera une foire aux questions qui sera envoyée, en fait, aux participants, et mis sur, éventuellement notre site internet, dans les 10 jours suivant le webinaire. Le webinaire sera visionnable en replay également, sur notre chaîne YouTube, donc YouTube ARACT Grand Est. Voilà, sur, les questions techniques, je vous souhaite à tous et toutes, un bon webinaire. Merci Micheline. Donc pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir des conférenciers et des témoins. Donc pour la première partie, du webinaire qui sera consacrée à la restitution, des travaux, qu'on a menés effectivement, ensemble, en Meuse, nous accueillerons, donc monsieur Geoffroy et monsieur Weber, des Compagnons du chemin de vie, qui nous témoigneront, de ce qu'ils ont pu mettre en place, sur la mixité dans leur structure. Nous accueillons aussi, Jennifer Imbert, conseillère en charge de l'accompagnement égalité et mixité professionnelle, à Pôle emploi et Brigitte Crochet, conseillère, à la mission locale du Sud Meusien. Donc pour cette première partie, elle sera composée finalement des 4 thèmes que nous avons travaillés pendant cette action collective. Donc nous allons passer, en revue, ces 4 thèmes. Suite à cette première partie, on prendra un petit temps de questions. Donc on prendra, 1 ou 2 de vos questions et puis nous ouvrirons sur la deuxième partie où on vous présentera, un guide qui est issu de ces travaux. Et pour parler de ce guide, nous accueillerons Monsieur Deloubrière, qui est chargé de mission inclusion à la Directe, et Marie-Laure Ingalassamy, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité de la Meuse. Ensuite, après ces deux parties, vous aurez un temps de questions d'environ 15 minutes et donc l'ensemble des témoins et des conférenciers pourront répondre à vos questions. Et donc, nous terminerons ce webinaire à midi. Alors, pour introduire ce webinaire, on va peut-être commencer par définir de quoi on parle quand on parle de mixité. Et finalement, quand je dis mixité, je pense que vous imaginez tous un groupe de personnes dans lequel il y a des femmes et des hommes.
Donc vous avez tout à fait raison. Mais finalement, pourquoi s'intéresser plus particulièrement à la mixité professionnelle? Alors en fait, dans le réseau Un Acte à Acte, les travaux que l'on mène sur le sujet depuis maintenant plusieurs années démontrent que la mixité professionnelle est un véritable atout pour l'ensemble des structures, puisqu'elle va leur permettre d'optimiser leur organisation du travail, mieux prévenir les risques professionnels et notamment la pénibilité, et donc améliorer leur efficacité. La mixité des métiers, c'est rendre accessible l'ensemble des métiers à toute la population d'une structure, quel que soit leur statut d'emploi, et c'est le premier pas vers l'égalité, puisque ça assure une égalité de traitement. Alors il y a certains écueils à éviter évidemment. Par exemple, réduire l'autre sexe à ses qualités naturelles, hein, on a tous entendu parler, les femmes sont minutieuses et les hommes sont forts. De faire l'impasse sur les conditions de travail et la construction des parcours professionnels quand on traite du sujet, c'est un écueil. Faire de l'autre sexe la variable d'ajustement, notamment, ben, on a dit tout à l'heure, les hommes sont forts. Donc comme ils sont forts et que mes métiers, ben, ça demande de la force, je vais essayer de recruter, privilégier les hommes. Et puis, faire l'impasse sur la période d'intégration et sur l'accompagnement des collectifs quand on rend mixte les équipes. Donc, dans cette première partie, nous allons aborder différents aspects qui vont permettre de travailler cette mixité pour vous. Ça sera des pistes, on va voir des freins, on va voir aussi des leviers, des possibilités d'action. Et pour commencer, nous allons parler de l'influence des stéréotypes et des préjugés que nous avons tout un chacun et qui influencent nos décisions. Donc, je laisse la parole à Amélie et à ses témoins. Donc effectivement, le 1er thème de travail, dans cette action collective a été sur les stéréotypes et les préjugés. Alors comme vient de le dire Micheline, bien évidemment, on véhicule, tous et toutes, des stéréotypes et des préjugés. On en est aussi, tous, victimes. Et même si c'est quelque chose, le fait d'avoir des stéréotypes et des préjugés utiles finalement, en tant qu'être humain dans notre vie, de tous les jours, c'est aussi, quelque chose qui peut nous pousser à avoir des comportements, discriminants. Donc effectivement, les préjugés et les stéréotypes sont des freins à la mixité dans les structures d'insertion, mais comme dans toute structure et également dans la vie de tous les jours. La première chose pour pouvoir agir sur ces stéréotypes, c'est déjà d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'ils existent, de prendre conscience, qu'on en a tous et toutes, et puis de pouvoir les repérer, que ce soit chez nous, dans nos comportements, mais également, chez les autres, chez les collègues, dans votre cas, chez les prescripteurs, au sein de votre structure, chez vos salariés permanents, mais aussi chez vos salariés, en insertion. Donc c'est quelque chose effectivement de complexe avec lequel, voilà, on vit effectivement tous les jours. La première chose effectivement, c'est la prise de conscience. Comme l'a dit Micheline, on a tous en tête des qualités, des compétences qui sembleraient plutôt naturelles chez un homme ou chez une femme. Donc vous avez effectivement l'exemple donné tout à l'heure. Pour aller un petit peu plus loin, vous voyez, on peut se dire espace vert sera sans doute une activité qui attirerait beaucoup plus un homme. Donc vous avez l'illustration d'un stéréotype par rapport au secteur d'activité. Ou encore un chantier d'insertion qui pratiquerait le tri du linge. On pourrait se dire que ce chantier, au premier abord, pourrait rechercher plus particulièrement des femmes. Et puis, on peut se placer également du côté du prescripteur qui pourrait proposer plus naturellement, peut-être par habitude ou parce qu'il est guidé par ses stéréotypes, les activités de bâtiment plutôt aux hommes, et les activités de nettoyage, plutôt aux femmes. Donc pour parler de ce thème, je souhaiterais poser la question, à Jennifer. Vous, en tant que conseillère en charge de l'égalité et de la mixité professionnelle à Pôle emploi, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre, mission et sur les actions que vous menez, pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés?
Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, ma mission consiste à accompagner les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'un accompagnement intensif à construire un nouveau projet tout en prenant conscience et donner conscience à la personne des stéréotypes qui l'entourent pour pouvoir contrecarrer son projet et l'accompagner vraiment jusqu'au bout de son projet qui peut être encore aujourd'hui stéréotypé. Euh, En fait, pour nous, les prescripteurs, la prise de conscience des stéréotypes qui nous entourent, ça permet aux collègues d'adapter de nouvelles stratégies, comme vous le disiez tout à l'heure, et non plus proposer des postes sur les structures par réflexe. Donc, du coup, ça permet vraiment voilà, de mener à bien et à prendre conscience des compétences des personnes accompagnées et non plus des qualités qui les entourent, mais par rapport encore sur des points qui sont stéréotypés. Après, c'est aussi voilà, une grande importance de donner aux personnes qu'on accompagne aussi la prise de conscience qu'il y a des stéréotypes qui peuvent freiner leur projet et mener à bien voilà, leurs envies de formation. Donc aujourd'hui, je suis présente pour les aider à accompagner cette formation ou ce changement de cap en prenant conscience de leurs stéréotypes qui peuvent freiner cela. Mmh. D'accord. Et est-ce qu'au niveau des actions que vous menez à Pôle emploi, vous avez pu observer justement des modifications de comportement auprès de vos collègues, par exemple? Oui, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on va plus facilement regarder les compétences des personnes et non plus se dire, comme on disait tout à l'heure au début, et c'est vrai que c'est encore des réflexes qui peuvent arriver, ah ben on cherche quelqu'un dans les espaces verts, on va poser un homme. Non, aujourd'hui, on recherche sur le projet de la personne ou sur les compétences qu'elle a avant de regarder voilà, le métier qui est recherché. Mmh. Et vous, Brigitte, qui êtes aussi en vos missions aussi de prescription, en quoi est-ce important pour l'ensemble des prescripteurs, y compris pour vous-même, de prendre conscience de l'influence de ces stéréotypes? Bonjour à tous. Je pense qu'il est important qu'on fasse déjà le ménage des idées reçues qu'on a eu effectivement au fur et à mesure qu'on grandissait de par notre éducation, notre culture, notre vécu personnel, voire notre religion. Donc, déjà, avoir conscience de tous ces stéréotypes et préjugés, c'est déjà une grande avancée et c'est seulement là qu'on va pouvoir avancer. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il faut le faire, le ménage de ces idées reçues et pas hésiter à se poser des questions. Donc, pourquoi cet homme, par exemple, instituteur en petite section maternelle, interroge, interloque alors que ce même homme, en tant que pédiatre, lui, semble tout à fait normal, pour reprendre un exemple qu'on a cité dernièrement. Pourquoi aussi cette femme ne pourrait-elle pas être bouchée? Question qu'on peut renvoyer. Et donc, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas hésiter à reprendre la demande d'un employeur quand il demande des potentiels candidats et que cette demande, elle est genrée. Donc, il faut reformuler la demande avec lui et ça lui permet de se remettre en question, d'envisager le recrutement autrement que par il me faut un gars ou il me faut une femme qui, voilà. Donc, reformuler, parfois, ça permet à l'autre de se réinterroger sur ses propres stéréotypes, préjugés, dont on n'a pas forcément toujours conscience. Mmh. Oui, en effet, alors vous nous aviez aussi relaté une autre expérience et un autre exemple. Alors c'est vrai on a mené ensemble cette action et du coup, ça vous a sans doute aussi, vous, permis d'avoir un petit filtre pour les repérer un petit peu plus, les stéréotypes. Et vous nous aviez dit avoir eu en contact une personne d'une structure qui fait plutôt effectivement des activités qui paraîtraient féminines. Et la personne vous disait effectivement, je recherche, elle aura ça, elle aura telle compétence, elle. Et Oui. effectivement, vous nous aviez dit, ou il. Plusieurs fois dans notre conversation, il a fallu redire ou il, et avec le sourire, ah mais oui, bien sûr, mais c'est vrai que la demande de l'employeur,
de cette structure, c'était toujours elle, parce que les tâches proposées ressemblaient plus à celles des femmes, même si, voilà, pour tout et chacun. Voilà. Merci. Alors effectivement, après, on fera le pont avec un troisième thème qu'on a aussi travaillé dans cette action, qui sont sur les compétences, mais je vais laisser la parole à Micheline et à ses témoins pour le deuxième thème de travail. Merci Amélie. Alors effectivement, l'organisation du travail a une palette incroyable d'actions possibles à mettre en place en faveur de la mixité. Donc on a vu qu'une organisation mixte va avoir plusieurs impacts positifs, puisqu'elle va permettre d'améliorer la performance de la structure, d'agir en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un levier intéressant et pertinent de qualité de vie au travail, et cela permet aussi de garantir une équité d'accès pour les femmes et les hommes aux différents métiers de la structure. Mais du coup, on va peut-être se poser la question, comment rendre une organisation mixte? Et comme on vient de le voir, on est tout un chacun en fait influencé par nos propres représentations, nos propres stéréotypes. Donc effectivement, il y a plusieurs freins dans l'organisation du travail, donc des freins culturels et des freins structurels qui vont interagir ensemble et se répercuter sur l'organisation du travail, se répercuter sur les expositions aux risques. Effectivement. Les principaux freins que l'on identifie assez facilement, ça va être sur la répartition des métiers et des activités, ce qu'on vient de voir, lorsque les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois ou n'ont pas les mêmes tâches. Et parfois, c'est cette notion de tâche ou d'activité qui est plus fine et qui est la plus invisible en fait, parce qu'on peut avoir des chantiers espaces verts où on va nous dire, bah, vous voyez, ma population elle est mixte, j'ai des femmes et des hommes, mais quand on observe le travail, on voit que les femmes elles vont être plus cantonnées au désherbage par exemple, aux petits gestes d'entretien des massifs, et puis les hommes on va les retrouver à passer la tondeuse, la débroussailleuse, etc. Et ça va avoir ensuite une influence sur les parcours professionnels, puisqu'on verra que les femmes et les hommes ne vont pas avoir les mêmes évolutions dans les différentes structures, ne vont pas avoir la possibilité de développer les mêmes compétences, ni avoir accès à la formation de la même façon, en tout cas aux mêmes formations. Donc, du coup, je vais me tourner vers Alain et Jérôme des Compagnons. Bonjour, je vous remercie d'être présents, d'être là avec nous. Alain et Jérôme, vous avez participé à cette action collective. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que cela vous a apporté, notamment par rapport à la mise en place de formations? Bonjour, de l'Hérouville à tout le monde. Alors, on est peut-être un mauvais exemple de mixité puisqu'on est deux hommes à intervenir. Alors, on va en profiter pour excuser Sabrina, hein, qui a des petits problèmes de santé. Donc, elle salue tout le monde. Je l'ai eu au téléphone récemment et donc, ça explique son absence aujourd'hui. Voilà. Alors, cette mixité, nous, on travaille depuis 2 ans sur un projet qu'on appelait Chemin de vie 2020, hein, une grande réflexion sur le devenir de l'association. Et donc, on a décidé d'intégrer cette problématique de la mixité à cette réflexion, Chemin de vie 2020. Et comme le projet ciblait la formation et l'accompagnement comme une priorité, ben, ça nous a paru tout naturel, donc, courant 2020, de demander à Sabrina et Jérôme, nos deux accompagnateurs, donc sociopro, de porter une attention toute particulière aux propositions faites, en particulier au public plus féminin, donc sur les actions d'accompagnement et en particulier sur les actions de formation, parce qu'on s'est aperçu que, en particulier sur la formation, il y avait un déséquilibre entre les participations des hommes et des femmes. Effectivement, est-ce que... Donc, voilà, bonjour à tous. Oui, c'était pour compléter les propos. C'est vrai que, de fait, avec Sabrina, on a travaillé vraiment pour permettre l'accès en 2020 à des formations de façon plus mixte.
Et on a proposé aussi bien des formations poids lourds que des formations CACES, travaux publics, que des formations utilisation de nacelle et des formations caristes. Et alors que les années précédentes, on avait vraiment 100% de messieurs qui participaient, là, on a réussi cette année à avoir quand même autour de 10% de participation féminine. Donc, et cette mixité a permis aussi d'avoir une ambiance très différente au sein des groupes, ce qu'on a trouvé vraiment intéressant. Oui, effectivement. Puis vous aviez aussi souligné l'effet assez remarquable de la proposition de cette formation permis poids lourd à une jeune femme, me semble-t-il. Oui. Voilà, vous m'expliquez effectivement que ça avait ouvert. Alors, c'est vrai que nous, c'était très riche de pouvoir proposer ça à une dame. Maintenant, on voit qu'elle rentre en CMP où elle est un peu déçue, mais ça nous prouve aussi qu'il va falloir pour l'encourager dans ce processus de accompagnement. Oui, parce que chez les employeurs, il reste quand même les relations avec les femmes qui se proposent pour être chauffeur restent quand même problématiques. Certains employeurs peuvent toutes récentes. Alors, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que la parenthèse. vous pouvez essayer de couper la... on va essayer de couper la caméra, je suis désolée. Voilà, pour voir si ça passe un petit peu mieux au niveau du son. Je suis vraiment désolée. Et j'avais une autre question. On travaille sur la fibre. Ouais. Oui, c'est vrai que sur la fibre actuellement près de chez nous, c'est vrai qu'on a marqué une connexion chez nous, donc on s'en excuse, mais très bien desservi, nous. Pas de souci, pas de souci. Alain, justement, est-ce que vous pouvez me dire, vous m'avez parlé une autre chose très intéressante, ce qui a facilité la création d'une équipe mixte sur votre nouveau site de Saint-Miel. Saint-Miel, voilà. Oui. Oui. Ben, on a, si vous voulez, dans ce projet Chemin de vie 2020, il y avait la création d'une nouvelle entité, la boutique du réemploi à Miel. Et effectivement, on s'est dit qu'on allait porter une attention toute particulière, plus égalitaire entre le public féminin et le public masculin candidat, de moins. Et on s'est dit dans la réflexion, on va peut-être laisser aussi au niveau de l'organisation, une plus grande liberté à l'équipe à s'organiser elle-même, en particulier participative de Jean-Claude, qui est l'animateur, l'encadrant technique animateur de cette activité. Et c'est vrai qu'on s'est dit, fort de notre expérience qu'il s'agisse d'une création, on allait dès le début donc à un équilibre plus important. Je pense que ce qui a été dit tout à l'heure, éviter les stéréotypes en se disant, ben voilà, les hommes vont se contenter de les mettre en valeur dans la boutique. Non, là on s'est dit, ben, tout au long de la chaîne de préparation de ce qui va être mis en valeur, eh ben, on aura un équilibre, alors en privilégiant bien entendu la solidarité quand il s'agit de tâches assez dévolues plus normalement aux hommes. Si on porte un buffet de 200 kilos, évidemment, il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait. Et cette création d'activité nous a permis de nous rendre compte que finalement, si on attache une plus grande attention, on évite justement de tomber dans les pièges de la facilité en disant ces tâches-là sont dévolues aux uns et ne peuvent pas être accessibles aux autres. Voilà, c'est un petit peu, je crois, ce qu'on va essayer de maintenir dans l'avenir. Cette expérience nous prouve qu'une fois qu'on est rentré dans certains rails, après, il suffit de continuer et puis de parfaire le dispositif. Et puis, on va essayer de se l'appliquer un petit peu à l'Hérouville en aménageant notre management à cette expérience nouvelle. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez, on retient quand même déjà, on a repéré déjà quelques leviers d'action au travers de la formation, ce que ça peut ouvrir comme opportunité. Et puis également, au niveau des modalités de management qui permettent de mixer non seulement les métiers, mais aussi les activités au sein même d'un atelier. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc, je passe à Mélie. Merci.
Oui, merci à vous pour ces exemples très intéressants. Alors, on a également effectivement identifié un autre levier au cours de cette action, qui sont finalement les compétences. Alors, cette notion de compétence, elle est toute particulière et elle a un enjeu encore plus important dans vos structures. Vous avez comme objectif d'accompagner des publics et puis de les aider à développer leurs compétences. Et on a effectivement remarqué ensemble que quand on réfléchit par compétence et non plus par métier, ou même par activité. Alors, soit on prend une activité, on la décompose et puis on réfléchit ensemble à ce qu'elle va nous permettre de développer comme compétence. On se rend bien compte que là, il n'est plus question de dire qu'un métier, il est uniquement masculin ou féminin. Mais si on réfléchit par compétence, ça permet d'ouvrir les possibles. On peut donner un exemple, on pourrait prendre l'activité de tri de linge, par exemple. Alors, comme on l'a vu précédemment dans nos stéréotypes, on pourrait se dire, bon, le tri du linge, a priori, c'est plutôt une activité féminine. Mais en même temps, cette activité, on ne peut pas en exclure les hommes. Et le tri de linge, si on creuse un petit peu, bah, le tri du linge, c'est avant tout, finalement, appliquer des procédures et des consignes. Et quand on dit ça, appliquer des procédures, suivre des consignes, c'est pas réservé ni aux hommes ni aux femmes. Donc tout ce travail qu'on a mené avec les structures, on a ensemble travaillé sur un petit outil que je vous présenterai rapidement après, mais le fait de pouvoir décomposer les métiers en compétences, ça permet d'ouvrir le champ des possibles pour vous en tant que structure, pour vous permettre de recruter soit davantage de personnel féminin ou davantage de personnel masculin, mais aussi et surtout pour les publics que vous accompagnez, de leur ouvrir le champ des possibles, aussi bien pour qu'ils puissent développer de nombreuses compétences dans vos structures, mais aussi pour qu'ils s'intéressent dans leurs projets professionnels à des métiers variés. Euh, alors Brigitte, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à quoi ça vous fait penser? C'est quoi votre point de vue sur cette réflexion par les compétences? En quoi ça favorise finalement la mixité, mais surtout en quoi ça favorise et ça donne de la plus-value au travail d'accompagnement des structures et en quoi ça valorise les publics? Déjà, je rappelle que le public de la mission locale, ce sont les jeunes, 16-26 ans, souvent des jeunes en grande difficulté, sans diplôme, sans expérience, et que c'est vrai qu'il est difficile de faire apparaître sur un CV ou même lors d'un entretien avec un recruteur les compétences techniques parce qu'elles ne sont pas là. Donc, il s'agit pour le conseiller déjà de mieux connaître le jeune, de par ses activités un peu extérieures, à savoir est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu es dans une association bénévole, de façon à ce que le jeune en puisse dégager ensemble un certain nombre de compétences transversales. Et c'est cela qu'il va falloir que le jeune mette en avant lors d'un entretien d'embauche, parce qu'effectivement, les compétences techniques ne sont pas toujours là. Et en plus de ça, il ne sait pas toujours ce qu'il veut faire comme métier. Moi, j'ai la chance depuis 5 ans d'accompagner lors des recrutements le chantier d'insertion jeune. Donc, je participe au recrutement avec le responsable, ce qui permet, on l'a dit tout à l'heure, le fait d'échanger avec des collègues ou des partenaires, d'échanger et puis de lever les stéréotypes. Hein, et dire, oui, mais cette jeune-là, elle est un peu petite, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Donc, c'est aussi à moi de dire de rappeler que le chantier d'insertion, il est là aussi en tant qu'apprenant et que ce n'est pas l'objectif de rester sur ce chantier, que bien sûr, le jeune va pouvoir découvrir des métiers, mais il va aussi pouvoir bénéficier des périodes en entreprise, des PMSMP,
que le chantier peut mettre en place pour travailler son propre projet, qui parfois n'a rien à voir avec les supports du chantier d'insertion. Hein. Et je trouve que c'est important de rappeler ça au niveau du chantier et leur rôle d'accompagnement. Et tout de suite, en tout cas pour le chantier jeune, ils jouent bien cette carte-là. Et il y a des filles, encore hier, on a fait un recrutement et il y a une jeune fille qui est venue, qui n'a pas trop d'idée de ce qu'elle veut faire, mais qui n'est pas du tout hostile à, lorsqu'elle sera sur le chantier, faire les tâches qui seront demandées. Voilà. Pour les compétences, j'avais envie de parler aussi d'un outil Pôle emploi, la méthode de recrutement par simulation, la MRS, qui est une avancée pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes, parce qu'il s'agit, lors d'exercices, de repérer les candidats, hommes ou femmes, diplômés ou pas, avec ou sans expérience, leur capacité à occuper des postes. Et je trouve que c'est un peu dommage que ne soit pas utilisé parfois par les petites entreprises. Et souvent lors de grands recrutements, c'est peut-être un peu dommage. Merci Brigitte. C'est vrai que cet outil, il a effectivement le mérite de remettre les compétences au centre. Et effectivement, vous l'avez bien dit aussi dans les exemples que vous avez donnés, cette notion de compétence, elle prend encore plus son sens quand on le remet en lien avec le rôle, effectivement, qu'ont les structures d'insertion. Jennifer, peut-être, est-ce que vous avez d'autres petites pistes, d'autres choses à nous donner? Comment est-ce qu'on pourrait aider les structures, mais aussi les candidats et les candidates à approfondir justement cette réflexion par les compétences et peut-être aussi du coup axer davantage sur ce qu'on appelle les compétences transverses ou transférables? Il y a un outil qui est accessible à tous les demandeurs d'emploi sur l'espace personnel, c'est le profil de compétences qui en fait amène le candidat à présenter toutes ses compétences par rapport aux emplois qu'il a eus précédemment, justement pour mettre en avant les compétences qui pourraient être transférables ou transversales par rapport au métier qu'il vise actuellement. On a aussi ce qu'on appelle la prestation valoriser son image professionnelle, qui est aussi un prestataire qui l'a mise en place et qui permet aux candidats de se présenter et de se préparer aux entretiens. Donc aussi de mettre en avant toutes ces compétences lors d'un entretien professionnel et de se valoriser davantage. Et aussi, on a aussi tout ce qu'on appelle les journées découvertes, notamment sur Commercy, on en a une qui est la journée découverte de l'industrie, qui permet en fait de tout à chacun de venir découvrir les métiers, même si à la base, il n'en avait pas conscience, mais au moins ça fait une ouverture d'esprit au niveau des demandeurs d'emploi. Oui, donc effectivement, ce que vous nous dites aussi, c'est que c'est le développement par les compétences, effectivement, c'est une chose, ça permet de mettre du concret et d'éloigner un peu la représentation des métiers, et ça fait le lien aussi avec finalement, plus on va aller vers la connaissance d'un métier, la découverte, effectivement, plus aussi on lutte contre les stéréotypes, ce qui permet aussi d'ouvrir ces possibilités et de se rendre compte que les métiers sont accessibles à toutes et tous. Donc ça aussi, pour vous dire peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a travaillé dans cette action quatre thèmes, mais bien évidemment, on ne peut pas dire les thèmes, ils ne sont pas tous séparés les uns les autres. Ces thèmes de travail, ils sont bien évidemment tous liés. Alors avant de laisser la parole à Micheline pour le dernier thème, on souhaitait vous présenter un petit aperçu d'un outil qu'on a travaillé pendant cette action et qui est issu du travail qu'on a fait avec les structures et les prescripteurs et qui a été testé pendant l'action, un petit outil qu'on a intitulé Parcours et compétences. Il est composé de plusieurs onglets. En fait, c'est un fichier Excel que vous pourrez avoir en téléchargement à la fin du webinaire. On vous propose un premier onglet plutôt repères, où on vous donne des éléments de définition pour les compétences techniques et ce qu'on va appeler les compétences transverses et transférables. Ensuite, on vous demande, effectivement, on vous donne un petit guide et on vous dit, vous pouvez le mettre en lien avec le parcours
des personnes que vous intégrez dans vos structures et de se dire, finalement, à différentes étapes du parcours, je vais faire un point sur les compétences de la personne et notamment axer plutôt sur la partie des compétences transverses. Donc, ça suppose effectivement de faire un travail en interne, déjà pour les identifier, ces compétences. Quelles sont les compétences qu'on peut acquérir dans les différents chantiers de ma structure. Voilà, je vous remercie toutes les deux pour vos témoignages très intéressants et donc je laisse la parole à Micheline et aux compagnons. Merci Amélie. Alors effectivement, dans les ateliers que nous avons menés ensemble, il nous était paru intéressant, voire plutôt très pertinent de travailler la communication. La communication, c'est très important aussi dans l'insertion, d'où le titre d'ailleurs qui a été trouvé par une conseillère, des mots pour insérer, des images pour convaincre. Ce titre dit tout vraiment de l'intérêt que vous puissiez travailler vos outils de communication. Donc la communication, elle est à la fois interne, elle n'est pas que externe, elle est aussi interne, externe. Et en fait, elle est faite de supports variés, comme les sites internet, c'est une façon de communiquer, une offre d'emploi, une note de service interne, une affiche. Quand vous faites une réunion, la façon dont vous vous exprimez, dont vous parlez à l'ensemble de vos salariés, quand on transmet des savoirs aussi. Donc tout ça, c'est de la communication. Donc on entend bien aller autant à l'oral qu'à l'écrit. La communication transmet de façon involontaire, sans qu'on le veuille, des stéréotypes de sexe. Et on va le voir, donc ça va être dans les textes et les visuels que l'on va choisir, qui peuvent être un frein sur les orientations des personnes, puisqu'elles ne verront pas que, en fait, dans l'entreprise ou dans la structure, il y a un ensemble de possibilités qui s'offrent à elles. Et également dans votre secteur, une mauvaise communication, elle peut aussi empêcher le travail des organismes prescripteurs, puisque ça va empêcher de bien connaître votre activité et de pouvoir la proposer aussi bien aux hommes et aux femmes. Donc je vais illustrer mon propos par un exemple. Et cet exemple, c'était une campagne organisée par l'Éducation nationale et c'est tout à fait représentatif d'une communication maladroite. On le voit déjà dans le choix des textes. Pour la femme, il est écrit Laura a trouvé le poste de ses rêves. Et pour l'homme, c'est Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Donc on voit déjà là qu'on véhicule une image des hommes et des femmes d'un point de vue projet professionnel, presque comme si pour la femme, ce travail-là, c'est un travail en support, c'est pas forcément essentiel. On le voit aussi dans le choix des couleurs, hein. On renforce là aussi également un certain nombre de stéréotypes avec ce fond plutôt rose pour la femme et plutôt bleu pour l'homme, et puis dans leur posture. La femme, elle est là, elle est posée, elle est en train de lire un livre, et l'homme, lui, il est en train de travailler. Donc, on voit bien ici que la communication, les choix que l'on fait, même si ce n'est pas volontaire, on risque de renforcer un certain nombre de stéréotypes et du coup de mettre en difficulté les personnes qui cherchent à s'orienter. Donc, je me tourne vers Alain et Jérôme. Vous m'avez relaté le fait que votre structure a changé la désignation de certains ateliers. En quoi était-ce important de le faire et qu'est-ce que ça a changé finalement? Oui, alors c'est moi qui vais intervenir en précisant que dans le cadre de notre projet Toujours Chemin de Vie 2020, donc on s'est posé tout un tas de questions et on s'est rendu compte aussi que la dénomination de nos chantiers pouvait être un frein aussi au recrutement, pouvait être un frein à notre notoriété, donner une mauvaise image. Hein. Ouais, on va prendre deux exemples de chantiers dont on a changé la dénomination. Le chantier Espace Vert, on l'a changé en environnement service, environnement au singulier, service au pluriel, ce qui permet d'élargir la palette des possibles quand on pense à ce chantier. Et puis le chantier
qui s'occupait à Léroville de tout ce qui est le tri de linge et la mise en valeur, s'appelait Féminin Service, service au pluriel. Et là, on s'est dit effectivement, ça peut être un frein sérieux à des candidatures masculines parce que à discuter avec certains de nos salariés, on sentait bien que faire partie de ce chantier féminin service pouvait être un peu réducteur. Donc ce chantier est devenu multiservice, simplement, au pluriel évidemment, bien entendu. Et puis on s'est rendu compte simplement que ça permettait aussi d'ouvrir un petit peu les idées sur d'autres recrutements. Voilà. Et de fait, on a aussi fait évoluer nos fiches de poste et notre offre d'emploi pour indiquer clairement que les postes ouverts étaient aux candidats des deux sexes. Et nous avions décidé de réfléchir à améliorer notre communication en la rendant plus proche de notre réalité de terrain. Et pour ce faire, on a invité tous nos prescripteurs et en particulier les personnes en charge des recrutements sur Pôle emploi, voire aussi d'autres organisations, missions locales et autres, à venir nous rencontrer à Léroville, ce qui avait permis de faire une visite de nos locaux pour mettre en lumière la distorsion qu'on avait des postes qu'on proposait. Et ça a permis de voir véritablement les postes qu'on suggérait, les espaces où on travaillait, et ça a permis de faire découvrir qu'on pouvait aussi bien accueillir des hommes que des femmes dans nos locaux et sur les différents postes qu'on proposait. Ça a été intéressant et riche d'inviter Pôle emploi, la mission locale et nos prescripteurs à venir visiter nos locaux pour bien visualiser dans quelles conditions travaillaient nos salariés. C'est effectivement très intéressant. Hein. On voit bien le fait de changer l'appellation des ateliers, l'impact à la fois sur les personnes déjà salariées, déjà présentes, et puis aussi dans la relation que vous avez avec vos partenaires prescripteurs. Vous aviez aussi évoqué un support de communication en cours de travail ou réalisé, je ne me rappelle plus. Mais voilà, vous aviez réfléchi là-dessus. Vous pouvez m'en dire quelques mots ? On s'est servi, en vous rencontrant, on s'est servi justement des deux images qu'on a visualisées tout à l'heure, en se disant, nous, on va essayer, puisque on est quand même 80 et quelques salariés, mais on créateur de nos propres outils de communication, quand les plaquettes, c'est nous qui les mettons en œuvre, et on s'est dit, on va essayer d'éviter les erreurs flagrantes, même si on n'est pas des professionnels, on va dire, au moins, on aura réfléchi jusqu'au bout et on s'est dit que, en particulier sur l'utilisation des photos, il fallait qu'on fasse gaffe à ne pas mettre en action plus de femmes sur tel type d'action. On l'a dit tout à l'heure, dans les espaces verts, on ne va pas les cantonner à enlever les petites mauvaises herbes et les hommes à débroussailler. Donc on a fait attention à équilibrer la présence des hommes et des femmes sur les photos. De la même façon, lorsqu'on parlait de l'activité des baras, sur certaines photos auparavant, on mettait des hommes plus dans des actions de force. Là, on lisse un petit peu l'image, on choisit un petit peu des images qui ne soient pas hyper sexuées, entre guillemets. C'est peut-être pas le bon terme, mais ce sera le mien aujourd'hui. Voilà. Donc, ça nous a ouvert les yeux sur les conséquences de notre communication sur l'image qu'on envoie au public. Merci pour ce témoignage. Et en fait, on voit bien que les actions que l'on peut mener, elles sont à la portée de tout un chacun, effectivement. Travailler sa communication, travailler son image, c'est déjà le premier pas vers l'ouverture et montrer que les métiers sont accessibles. Et puis, comme vous l'avez fait également, de faire venir vos partenaires pour montrer que c'est possible, que les deux peuvent candidater à l'ensemble des métiers, que ce soit un homme ou une femme. Donc voilà, c'est rassurant de voir que ça ne demande pas une réorganisation de fond, mais vraiment un travail pas à pas et qui, au fil du temps, apporte des effets très positifs. Merci beaucoup, c'était très enrichissant. Merci. Alors, maintenant, la parole, en tout cas, les questions sont ouvertes. N'hésitez pas à poser vos questions. Les spectateurs, voilà, on va vous laisser 1 ou 2 minutes pour réfléchir et
pour profiter de ce moment-là que vous avez de poser des questions à nos témoins. N'ayez pas peur. Alors des questions écrites hein, dans Converser, s'il vous plaît. Alors, on a une question de Coralie Philippe qui nous dit que pour son chantier, elle n'a jamais de prescription pour des femmes. Voilà, c'est une question. Est-ce que au niveau de Jennifer et Brigitte, vous voulez appuyer peut-être certains points? C'est une bonne question. Je dirais que après, on se trouve aussi face aux propres préjugés des candidats. On peut proposer, quand nous-mêmes on en est convaincus, proposer un chantier d'insertion à une jeune femme ou un jeune homme, hein, selon le chantier, et lui ou elle se dire « Ah mais c'est pas pour moi, c'est un truc de mec ou c'est un truc de fille ». Et c'est une autre question, c'est-à-dire qu'il faut aussi montrer aux demandeurs, mais pourquoi tu ne serais pas en mesure de faire ça? Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as une tête, tu peux réfléchir de la même façon. Et voilà. Donc, non seulement il y a les prescripteurs qui doivent dépasser leurs stéréotypes, mais il y a aussi quand même les demandeurs qui ne sont pas, qui ont peut-être peur du regard des autres, qui ont peut-être peur de je ne sais pas quoi. Ou pour une fille, ça peut être aussi inquiétant de se retrouver qu'avec des garçons, pas pour toutes, mais pour certaines. Donc voilà, donc je ne sais pas quel était le support du chantier de Madame Coralie, là, mais ça peut être une réponse. C'est pas pour ça que c'est pas proposé. C'est vrai que parfois les freins ne sont pas forcément dans la prescription, mais comme on l'a beaucoup échangé dans les ateliers, les freins se situent aussi chez les demandeurs d'emploi eux-mêmes, parce qu'on peut leur proposer éventuellement un chantier autre, mais c'est eux qui auront des craintes et qui auront des représentations négatives. Merci Brigitte pour cette réponse. Peut-être, Micheline, peut-être aussi compléter là, dans ce qui est dit, ce qui est intéressant. Du côté de la prescription, on n'a pas de prescription féminine. Alors oui, il y a un travail à faire avec les prescripteurs, comme l'ont illustré les compagnons, aussi de faire mieux connaître son chantier et aussi que les prescripteurs puissent changer leur représentation qu'ils aient du chantier pour pouvoir prescrire sur ce chantier, de permettre aussi aux demandeurs de prendre conscience de leurs propres stéréotypes. Et puis aussi, en interne de la structure, comment est-ce qu'on présente nos propres activités et tout le travail, effectivement, de communication dont nous ont fait part les compagnons. Je crois qu'il y a des autres questions aussi. Oui, alors j'ai vu passer 2 questions encore. Une question de la part de Dominique N, notre directeur, qui s'adresse du coup aux compagnons par rapport à leur plaquette. Savoir si vous avez utilisé des photos avec vos salariés et plus largement, c'est comment vous intégrez, vous impliquez vos salariés permanents et CDDI dans la communication de votre structure. Oui, alors, bien évidemment, en premier lieu, on vérifie le droit à l'image. Hein, qui arrivent chez les compagnons, on fait signer une autorisation, bien entendu. Hein, et puis après, chaque fois qu'on prend des photos, lorsqu'on crée nos outils, on leur indique à quoi les photos vont servir. Hein. Évidemment, on ne fait pas des photos volantes comme ça et on n'utilise pas des photos sans qu'il y ait un vrai assentiment. Et donc, généralement, alors on ne les associe pas
pas en direct, c'est-à-dire qu'on ne va pas réunir autour de la table pour créer le support, parce que là, c'est une réflexion plutôt au niveau de l'encadrement. Et disons que quand on prépare le jeu de photos qu'on va utiliser, ben on dit aux gens, ben voilà, aujourd'hui, on a besoin de mettre en valeur le magasin, on a besoin de mettre en valeur votre action, et donc ben, vous vous prêtez au jeu, et généralement, ben, sont tout contents après de voir le résultat. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Très bien. C'est une co-construction, en fait. Voilà. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Voilà. Merci de le souligner. On va prendre une dernière question. Alors, juste avant, je vois que Dominique réagit en disant que sa question était plus sur l'intérêt et la manière de communiquer sur le sujet, mais je pense qu'Alain a complété la question sur ce sens-là aussi. Alors, une dernière question. Olivier Leclerc demande, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi un problème de culture de notre société? Alors, mesdames, messieurs. Je rejoins Brigitte par rapport à cette question. C'est vrai qu'il y a aussi voilà, toutes les valeurs qui nous ont construits depuis qu'on est petit. Et quand moi, j'accompagne les personnes qui en ont besoin, j'avoue que mon accompagnement est de 4 mois, renouvelable 4 mois. Et en 8 mois, des fois, c'est seulement la prise de conscience des stéréotypes qui les entourent qui sont venus. On n'a encore pas construit de projet parce que déjà, déconstruire, c'est très long. Et après, il faut reconstruire sur de nouvelles bases. Donc, j'avoue qu'il y a peut-être aussi la société qui fait qu'on a beaucoup de stéréotypes et qu'il faut réussir à faire comprendre et entendre à tout le monde. Donc, effectivement, alors après, ici, on est dans le cadre du travail. Et dans le cadre du travail, c'est plus compliqué d'aller sur ces aspects culturels. Mais comme on l'a vu au travers des témoignages, notamment, par exemple, le fait de changer l'intitulé d'un chantier, on arrive comme ça petit à petit à déconstruire des formes de stéréotypes ou de représentations que l'on a, et on voit qu'il y a des modalités, des leviers d'action possibles au travers de la communication, au travers de la façon dont on présente son activité, au travers aussi de l'affichage que l'on a en interne, notamment sur les métiers et les rôles de chacun. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie. Vous pouvez continuer à poser vos questions et on les aura pour la fin, n'hésitez surtout pas. Et la deuxième partie qui est plus consacrée à la présentation du guide Mixité, un atout pour l'insertion qui sort aujourd'hui. Amélie, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors effectivement, vous découvrez en avant-première le visuel, la page de couverture donc, de ce guide. Donc, comme je l'ai dit effectivement au début, c'est un guide qui a été construit donc, grâce à l'action qu'on a menée et grâce à toutes les structures et les prescripteurs qui ont participé. Donc, pour cette seconde partie sur le guide, nous accueillerons donc Arthur Deloubrière et Marie-Laure Ngalassamy pour pouvoir échanger un petit peu sur comment a été construite cette action et puis avoir le témoignage aussi de nos partenaires. Alors effectivement, pour rappel, ce travail, il avait débuté il y a maintenant plusieurs années, puisqu'une clause de mixité allait apparaître effectivement dans les agréments des structures, et que l'idée de cette clause, c'était de s'attaquer aux inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes en matière d'emploi. Et pour mettre en place cette clause, la Directe avait sollicité la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité pour avoir son éclairage sur le sujet. Et c'est comme ça qu'ensuite l'ARACT a été également contactée. Mais la volonté vraiment de la Directe, c'était de dire on souhaite accompagner les structures, on ne souhaite pas faire juste de l'obligation et imposer, mais on souhaite véritablement engager un travail de fond avec plusieurs questions, les questions qu'on s'est posées là aujourd'hui et qu'on a effectivement, que vous avez également posées là tout de suite. Comment on change les représentations, comment on prépare les structures à la développer, cette mixité, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a aussi des structures qui, à l'époque, ont été créées
simplement parce que sur un bassin d'emploi, il fallait mettre en emploi des femmes. Et aujourd'hui, on leur dit qu'il faut mettre des hommes. Donc, effectivement, il y a eu des volontés à un moment donné. Et on se dit, bah, comment on va vous accompagner maintenant dans cette transition? Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement comme action? Et puis, comment est-ce qu'on peut agir aussi auprès des prescripteurs? Donc, je vais vous présenter, si j'y arrive, parce que j'ai des petits problèmes de souris, voilà. Je vais vous présenter, donc, du coup, le guide, finalement, il est construit en 4 fiches. Donc, les 4 fiches, c'est les 4 thèmes que l'on vient de balayer ensemble. Donc, ce guide, il a été co-construit avec les structures et les prescripteurs. Pour chacune des fiches, elles ont le même format. Vous avez une petite introduction sur le thème, des définitions, des conseils pour agir ensemble, le pas à pas, ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut faire une action, voilà, c'est à la portée de chacun et de chacune. Et vous avez aussi des questionnements pour vous aider à avancer et des témoignages, donc, voilà, et des ressources. Donc ça, vous aurez tout ça dans le guide. Donc maintenant, peut-être pour ouvrir la discussion avec nos partenaires, Arthur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé la Directe dans la mise en œuvre de ce projet et ce que vous en retenez? Oui, bonjour à toutes et tous. À l'origine de ce projet, les motivations étaient principalement de 2 ordres. Donc, vous l'avez dit brièvement. Premièrement, donc une motivation d'ordre réglementaire avec l'instauration d'une clause de mixité dans le conventionnement entre l'État et les structures de l'IAE en application du plan interministériel en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Mais au-delà de cette motivation purement réglementaire, il y avait aussi le constat partagé, et j'insiste bien sur partagé, de la sous-représentation du public féminin dans l'IAE en général et de l'inégale répartition entre les hommes et les femmes en fonction des activités support proposées. Dès lors, la nécessité d'accompagner davantage les structures de l'IAE dans l'inclusion des publics féminins s'est imposée à nous. Ce que je retiens de ce projet, c'est surtout la méthode adoptée pour instaurer donc cette fameuse clause mixité donc, par l'UD direct et l'autre partenaire financeur de l'IAE dans le département, c'est le conseil départemental. Donc, fondé sur cette méthodologie pardon, a été fondée sur l'accompagnement plutôt que sur l'obligation. Et ce projet partenarial, vous l'avez dit, fondé sur la co-construction, on est la parfaite illustration. Merci Arthur, mais dans le contexte sanitaire actuel que nous traversons, est-ce que cette question de la mixité reste une question centrale, notamment pour les structures de l'insertion, à votre avis? Alors, oui, tout à fait. Ce serait même, alors à mon avis, une erreur de se focaliser uniquement sur les difficultés immédiates qui existent, qui sont réelles, évidemment, en reléguant à plus tard les enjeux de la mixité en entreprise. La crise actuelle a fait naître des opportunités, notamment en termes de financement de projets. La mobilisation exceptionnelle du Fonds de développement de l'inclusion, le FDI par l'État, permet notamment de financer des projets donc de développement, d'extension d'activités, de diversification d'activités. Et le développement de l'IAE va de pair justement avec la mixité, parce que se priver de 50% de la population, c'est bien évidemment aussi se priver de 50% de potentiel humain, de talent. Merci Arthur. Et vous, Marie-Laure, quel est votre rôle finalement dans ce projet en tant que déléguée à l'égalité sur la Meuse, et qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant par rapport à cette action? Bonjour, mesdames et messieurs, en webinaire pour aujourd'hui. Oui, dans ce type de projet, en tant que déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité,
de la Meuse, mon rôle est d'impulser des réponses en lien avec la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Je rappelle la loi du 4 août 2014 qui a pour but de définir les objectifs d'une politique intégrée de l'égalité, associant des mesures spécifiques et la prise en compte transversale des enjeux de l'égalité dans toutes les politiques publiques. Pour les SIAE et les entreprises, l'accès à la commande publique est désormais conditionné au respect par les entreprises à leurs obligations en matière d'égalité professionnelle, notamment avec l'index, à travers l'index de l'égalité professionnelle et avec des accords relatifs à cette égalité. On a aussi le volet de la mixité des métiers qui fait partie intégrante de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, c'est un gros travail de mixité à faire au quotidien avec les entreprises. Tout à fait. Et du coup, Marie-Laure, j'ai à peu près la même question que pour Arthur. Pour vous, qu'est-ce que cette crise sanitaire a pu changer en matière d'égalité professionnelle? Est-ce que ça a eu un impact justement Alors, je dirais encore plus, dans le contexte de lutte contre la pandémie Covid-19, les femmes ont été déjà en première ligne au niveau de cette crise. Elles exercent, comme on l'a dit un petit peu au préalable, mais elles exercent souvent des métiers peu valorisés et moins bien payés et doivent encore assumer l'essentiel des tâches ménagères en rentrant chez elles. Donc, on a effectivement sur des métiers tels qu'aide soignante, caissière, aide à domicile, on a parlé aussi des gestes d'entretien des massifs, enfin, un grand nombre de métiers qui sont indispensables au métier de l'activité économique et où les femmes sont en première ligne. Donc, il faut aider, alors j'aimerais faire aussi un petit focus sur les jeunes filles, il faut aussi les aider encore plus pour ne pas avoir comme seul projet un projet de maternité, par exemple. Je pense aux jeunes femmes accompagnées au niveau des jeunes sur le plan de relance. Il faut absolument revaloriser les métiers dits féminisés en ouvrant à tous les métiers. Je pense notamment au métier de sage-femme pour les hommes. Enfin, voilà, avoir une véritable mixité. Il faut aussi, d'autre part, en lien avec les partenaires sociaux, améliorer concrètement les conditions de travail, le port de charges lourdes, aussi bien pour un homme que pour une femme, et réajuster aussi les salaires. Il faut instaurer une véritable discussion sur l'accès des femmes aux postes à responsabilité, combattre aussi le plafond de verre au sein des entreprises. L'égalité femmes-hommes et la parité, c'est très important et notamment au moment d'une reprise d'activité, de se poser les bonnes questions. Voilà. Merci Marie-Laure. Du coup, ça m'amène à cette question. À votre avis, Arthur et Marie-Laure, ce guide, est-ce qu'il vous semble répondre aux enjeux actuels des structures de l'insertion et également aux organismes prescripteurs? Je vais commencer. Oui. Alors, ça ne va pas vous surprendre, mais oui, évidemment, il répond tout à fait à ces enjeux, car en questionnant les représentations sexuées de chacun, et j'insiste bien sur chacun, donc les recruteurs et les prescripteurs, il participera à libérer le potentiel de l'IAE. Comme vous le savez tous, l'IAE est inscrite dans le plan de relance pour faire face à la crise économique. C'est un outil. L'augmentation du nombre de parcours en IAE voulu par le gouvernement dans le pacte d'ambition qui est paru en 2019 maintenant, ne se fera pas sans un développement accru de la mixité. Enfin, et j'en terminerai avec ce dernier point, le déploiement de la plateforme de l'inclusion en réformant en profondeur le mode de recrutement au sein des structures nécessite que les prescripteurs et les structures de l'IAE puissent communiquer auprès des candidats de manière neutre et non genrée. Et je rebondis sur ce qui a été dit par une des intervenantes sur le fait qu'une structure ne se voyait pas prescrire de femmes. La plateforme de l'inclusion, dans le sens où elle agit comme une véritable place de marché du recrutement, les structures auront vraiment leur rôle, un rôle de recrutement, et donc elles devront aussi valoriser leur activité, et en ce sens, elles pourront attirer un public féminin.
Tout à fait, Marie-Laure. Oui, ben, j'indiquerais que la mixité professionnelle, c'est un premier pas important vers l'égalité professionnelle et que l'égalité entre les femmes et les hommes a été reconnue comme la grande cause du quinquennat par le président de la République. Les obstacles sont nombreux dans la vie professionnelle des femmes, dans l'entreprise, dans leur salaire, dans leur perspective d'évolution. C'est souvent moins favorable pour elles. Donc, il faut savoir lever les freins par tous. Alors, ce que je souhaiterais intéressant, peut-être de rebondir sur ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est l'actualité, effectivement, que vous avez devant vous. Comme le rappelait Arthur, il y a cette plateforme inclusion dont on a pu aussi, nous, avoir une petite présentation. Et j'y ai vu assez rapidement, finalement, une application de conseils que vous avez dans le guide, surtout au niveau de la communication, comment je vais pouvoir remplir ma fiche en tant que structure, comment je vais me présenter en restant vigilant et en se disant comment je peux me présenter, quels mots je vais utiliser, comment je vais décrire mes activités, de manière à ce que aussi bien un homme ou une femme puisse se reconnaître dans ses activités, donc aussi bien si c'est un candidat qui postule directement, mais aussi si c'est un prescripteur qui, en lisant la fiche effectivement de la structure, se dit bah oui, là effectivement, je me pose même pas de questions, que ce soit un homme ou une femme, on a décrit des activités, on a décrit des compétences, et je vais pouvoir positionner plus facilement les deux sexes, mais aussi ça permet au candidat qui est avec son conseiller de lire la fiche. Ah bah voilà, on fait ça dans cette structure-là, oui, je m'y projette, alors que peut-être que si on ne l'avait pas décrite de cette manière, j'aurais même pas pensé à aller postuler dans cette structure. Donc ça vous fait déjà une petite application et peut-être une première vigilance sur la manière de communiquer et de se présenter. Alors, merci à vous deux, hein, Arthur et Marie-Laure, pour vos apports. C'était très enrichissant également. Donc, le guide, comme Camélia vous l'a précisé dans le chat, sera disponible dès 14h en téléchargement sur le site internet de l'ARACT Grand Est dans un premier temps, et après certainement sur les sites de tous nos partenaires. Et du coup, il n'a pas vocation à rester qu'en Meuse, comme vous pouvez le comprendre. S'il est en téléchargement, il a vraiment vocation à servir à l'ensemble du secteur. Voilà. Maintenant, c'est le temps des questions. Donc, spectateurs, spectatrices, allez-y, nous attendons vos questions. Vous pouvez poser donc vos questions à l'ensemble des participants. N'hésitez pas. Alors de la même manière, hein, si les autres témoins de la première partie souhaitent donner des petites précisions sur le guide ou sur le travail qu'on a mené, dans l'attente d'avoir une ou plusieurs questions. Alors, moi, je peux indiquer qu'en fait, cette démarche d'outils et de guide qui est très intéressante et qui s'appuie sur une démarche de réalité, hein, avec des témoignages. Et ça, c'est un très bon outil pour pouvoir aborder une réflexion et avec des renvois au niveau législatif et aussi concret, de cas concrets et pratiques. Et je tiens à saluer cette démarche hein, de réalité par l'ARACT Grand Est et par le financement aussi des services de l'État, dont la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité et à la directe aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce guide. Je ne vois pas de questions arriver. Camélia, t'en repères peut-être ailleurs? Peut-être pas. Mais je ne vois pas de questions arriver. Alors, Dominique nous pose une question donc à l'ensemble des conférenciers et animateurs, je pense, témoins. Il nous dit que c'est parfois difficile de changer nos habitudes d'écriture. Est-ce
qu'on peut revenir vers vous, vers nous, pour être conseillé. Voilà. Alors le guide déjà donne quelques pistes, vous verrez, hein, sur un certain nombre de choses, parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler d'écriture inclusive, de mots épicènes. Voilà, si je pouvais donner un conseil peut-être, c'est de bien d'abord réfléchir à qui sont vos cibles. Dans le monde de l'insertion, on a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écrit. Donc peut-être que l'écriture inclusive sera à éviter, hein, vous savez, avec le point, parce que ça n'aide pas, ça facilite pas la lecture. Et donc de trouver d'autres façons de faire. On peut être très créatif, hein, dans la communication. On peut utiliser des dessins, on peut utiliser des images. On a d'autres mots, d'autres façons de dire les choses et de s'adresser et d'inclure finalement les hommes et les femmes. Donc vous verrez dans le guide, vous avez vraiment des pistes de réflexion. Mais la première, c'est voilà, à qui vous adressez-vous, et là, ça va vous aider à faire le bon choix dans vos écrits. Oui, et c'est là qu'on voit que peut-être déjà quand vous aurez lu le guide, et là on parle notamment de la partie sur la communication, vous verrez que ça vous donne déjà des premières pistes, et on en voit l'illustration puisqu'on voit les exemples que nous ont donnés les compagnons et comment ça a pu les faire avancer aussi sur leur propre communication, et sur cette prise de conscience que quand on écrit quelque chose, quand on met une image, faut réfléchir, comme le dit Micheline, à qui ça s'adresse et qui va se sentir concerné par le message que vous souhaitez porter. Donc on nous demande également, est-ce que, donc déjà, il y a une félicitation aux structures de l'insertion qui sont un peu pionnières, me dit-on, et et on nous demande si les entreprises classiques suivent ce modèle-là. Moi, je peux donner un exemple. Je vois que nous, à Pôle emploi, on a une entreprise dans le bâtiment qui, en fait, a envoyé une demande pour déposer une offre. Et en fait, on a reçu avec un petit logo où il y avait des chaussures de sécurité, et c'était marqué la taille peut commencer au 36. Donc, j'avoue que du coup, l'entreprise incitait aussi à positionner les femmes. Donc, j'ai trouvé ça voilà, très intéressant. Alors, on a une remarque aussi de Virginie Guérin, qui est collègue de Marie-Laure Ngadassamy, et qui nous précise que effectivement, le réseau des DDFE sont aussi des conseillères pour vous aider sur ces aspects-là. Et pour ajouter, on est aussi, merci Virginie pour cette question et cette remarque. Et on est aussi beaucoup en partenariat avec Pôle emploi. On a aussi des conventions avec Pôle emploi sur l'accompagnement des femmes au travail, avec aussi le CEDFF qui nous aide sur l'accompagnement des femmes fragiles ou vulnérables ou en situation de victimes de violences. Donc oui, il y a un partenariat fort avec l'ensemble des institutions locales, dont Pôle emploi et les structures de terrain. Alors, on a également une remarque de Coralie Philippe qui nous souligne, et ça, on l'avait beaucoup entendu au tout début, hein, tu te rappelles, Amélie, du travail qu'on a mené ensemble, cette notion de mixité, très souvent, surtout c'est très fort chez vous dans vos structures, elle recouvre aussi la mixité en termes d'âge, en termes de santé par rapport au handicap, etc. Et c'est là tout l'intérêt, en fait, quand on parle des femmes et des hommes, on parle des femmes et des hommes dans leur globalité, avec toutes leurs caractéristiques, et ça veut dire qu'on va s'intéresser effectivement à l'âge, à la santé, au parcours, aux compétences, tout ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus éclairant. Nous, on l'a expérimenté dans une entreprise du secteur automobile, le fait d'introduire une approche différenciée, ça leur a permis de prendre conscience que derrière les femmes et les hommes, il y a aussi d'autres choses dont il faut tenir compte dans l'organisation du travail, et notamment les aspects santé, parcours, etc., âge, voilà. Donc, et puis forme d'emploi également.
Donc, merci pour cette remarque. Alors, on a une autre. Oui, ça rejoint en fait la remarque aussi d'Olivier Leclerc, qui nous souligne qu'on est dans une société cosmopolite avec diverses ethnies. Alors oui, ça peut être difficile de faire entendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que là, il y a c'est des choses auxquelles vous avez été confrontées, Marie-Laure, Brigitte, Jennifer, cette notion aussi culturelle de la place des femmes et des hommes dans les sociétés. Est-ce que vous voulez intervenir sur cet aspect-là? Alors moi, j'indiquerai juste l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Après, sans omettre effectivement la démarche culturelle, je pense qu'il faut l'importance du dialogue social à l'intérieur de l'entreprise est très important et s'entourer, oui, des partenaires sociaux sur comment adapter les conditions de travail, s'il y a à adapter ces conditions de travail selon les personnes. C'est comme les fêtes religieuses, c'est des choses à effectivement travailler sur des calendriers en partenariat et en accord avec l'entreprise. Et je ne sais pas, Jennifer, Brigitte, est-ce que c'est des choses que vous avez pu rencontrer, la différence, hein, on est vraiment sur la différence culturelle femmes-hommes. Est-ce que ça fait partie des freins que vous avez pu rencontrer? Et si oui, comment est-ce que vous avez pu passer au-delà de ces freins-là? J'avoue qu'on rencontre, oui, ces soucis de différence. Après, moi, je pense que quand on en a conscience, on arrive à apporter des contre-arguments. Donc, du coup, c'est ce qui construit la discussion et qui permet de mettre en avant qu'aujourd'hui, la société évolue et que, voilà, on a besoin d'avancer et c'est en avançant ensemble qu'on arrivera à faire évoluer ces situations. Moi, c'est quelque chose aussi que j'aborde quand j'accompagne des jeunes femmes souvent au RSA. Et quand elles ont le droit au RSA, ben, il faut leur rappeler aussi qu'elles ont des devoirs. Et donc, dont celui, quand on l'envoie vers moi, c'est plus pour l'insertion professionnelle. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'elles se retranchent souvent vers le fait, mais la femme, elle doit être à la maison pour s'occuper de ses enfants et ne pas et je ne peux pas envisager que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de mes enfants. Il y a de la violence, de la maltraitance, et au moins en les gardant moi. Et ben, c'est compliqué d'accompagner quelqu'un sur le terrain de l'insertion professionnelle quand au fond de lui-même, il a comment dire, cette façon de voir l'éducation qui passe que par elle, par la maman. Donc voilà, enfin, des fois c'est un peu compliqué tout ça. Oui, donc là, vous nous donnez l'exemple finalement ou des illustrations de qu'est-ce qui se passe avant quand on veut positionner sur un chantier ou quand on veut positionner en emploi, que parfois effectivement il y a des freins. Alors là, on n'est plus forcément sur des questions d'exercer tel ou tel métier, mais bien d'aller en emploi ou de ne pas y aller. Mais après, pour toutes les questions d'égalité, c'est aussi comment la structure en interne, alors là, dans le travail, on n'est plus dans la sphère privée, mais dans le travail, comment la structure, elle peut prendre la main là-dessus et comment est-ce qu'on véhicule à l'intérieur de la structure, c'est quoi l'égalité professionnelle, c'est quoi la mixité, qu'est-ce qui est permis en entreprise, qu'est-ce qui ne l'est pas, et la manière dont finalement c'est traité dans le travail. Et la mixité, ça permet déjà rien que le fait de pouvoir faire des équipes mixtes, d'avoir des hommes et des femmes, de pouvoir petit à petit changer effectivement ces représentations et de se dire dans le travail, il n'y a plus de question on est un homme ou on est une femme. Voilà, on est là pour faire le travail, acquérir des compétences et aller vers son projet professionnel. En tout cas, on voit bien que c'est aussi du pas à pas, hein, ce qu'on disait tout à l'heure par l'exemple des compagnons, le fait sur la communication, comment elle est faite, sur comment on encadre. On voit bien qu'on est sur aussi des éléments pas à pas qui font que petit à petit les choses elles changent et elles évoluent. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de la singularité de chacun et chacune, bien entendu. Mais oui, les choses bougent doucement, heureusement. Alors, d'autres questions?
Ou exemple, si vous ou souhaitez exemple. parler aussi de choses que vous avez pu mettre en place dans vos structures où vous avez pu observer. Voilà, dans le même sens que ce que tu viens de dire, effectivement, Micheline, il y a Virginie Guérin qui dit effectivement que quand on sensibilise, alors c'est peut-être l'image de dire c'est des petits cailloux, effectivement, qui sont jetés une fois à un autre, et puis petit à petit, on arrive à faire évoluer, peut-être lentement, mais sûrement les représentations, et voilà, de se montrer que finalement, on est tous et tout acteurs de ce changement. Comme on l'a dit au début, si on prend soi-même conscience de ses propres stéréotypes, c'est plus facile de combattre déjà les siens et de se dire mais pourquoi en fait je fais ça? Pourquoi je vais dire que bah là, à mon garçon ou à ma fille, bah non, fais pas ça, fais plutôt ça. Bah non, en fait, et là, c'est de se dire aussi, si on le fait déjà tous soi-même, c'est déjà un premier pas. Et aussi, comment on le repère chez les autres. Ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte, la directrice de la structure me dit, alors elle elles devront avoir telle compétence. Rien que le fait de lui dire il, elle aussi, vous l'avez remis face à son stéréotype et de se dire, ah oui, oui, bah oui, c'est des hommes et ça, c'est des femmes et des hommes. Donc ça, c'est aussi la manière, le rôle qu'on a tous et toutes à jouer finalement dans cette évolution lente mais sûre de l'égalité et de la mixité. Est-ce qu'on a eu d'autres questions? Voilà, effectivement, on a un témoignage de Coralie qui nous dit, bah voilà, j'ai eu une femme dans un groupe d'hommes et il n'y a jamais eu aucun problème. Voilà, donc ça, c'est aussi, quand on a des exemples comme ça, c'est ce qui pousse aussi la structure à le refaire et aussi peut-être à d'autres candidates de pouvoir intégrer le chantier. Alors, je vois qu'il y a une main levée aussi. Oui, je vois, c'est Monsieur Rangard. Alors, Monsieur Rangard, il faut que vous posiez votre question dans la bulle en bas de votre écran qui s'appelle Converser. Si vous ou faire votre témoignage, si vous souhaitez apporter un témoignage, il faut que vous écriviez dans le chat en fait. Peut-être ce qu'on peut ajouter aussi en attendant d'éventuelles questions, c'est les questions que vous avez posées autour finalement des stéréotypes, de la société. On voit bien que le travail, il n'est pas tout seul. La bulle travail, elle n'est pas toute seule. On a notre vie aussi en dehors. Il y a la société, comment on est entre guillemets conditionné depuis qu'on est petit. C'est aussi pour ça qu'on s'est rapidement rendu compte dans cette action qu'on ne pouvait pas travailler uniquement avec nos partenaires et avec les structures, que si on n'allait pas, si on prenait pas tout le secteur en entier, y compris avec les prescripteurs, on ne pourrait pas avancer. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, vos actions sont liées et plus vous travaillerez effectivement dans le même sens, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire aujourd'hui ce webinaire, aussi bien pour les structures que pour les prescripteurs, c'est d'avancer ensemble vers la mixité. Oui, je vois qu'il y a d'autres témoignages, de dire qu'effectivement, par exemple, à Stenay Environnement, il y a toujours eu effectivement des femmes dans les espaces verts et dans le bâtiment. Alors peut-être ça mérite aussi de se poser la question des compétences et des activités qui, lesquelles exercent dans ces secteurs. Oui, puis il y a aussi une remarque de Dominique N, où effectivement certains DRH vont dire qu'il est difficile de recruter sur certains métiers, puisque à la base, au niveau des formations initiales, il n'y a peut-être pas, par exemple, de femmes. Moi, je me rappelle d'un DRH chez EDF qui nous disait qu'il avait du mal à recruter des femmes techniciennes parce que dans les formations, il n'y avait que des hommes. Et alors, du coup, ils ont réfléchi autrement. Ils se sont posé la question des compétences et ils se sont posé la question des compétences vraiment requises, celles incontournables qu'il faut que ces personnes aient, et celles qui peuvent être acquises en cours. Et du coup, ça leur a permis de regarder dans d'autres filières, là où il y avait plus de jeunes femmes.
Donc, ils ont contourné, en fait, finalement, la difficulté en se disant qu'ils avaient eux aussi leur part à jouer dans l'acquisition des compétences spécifiques recherchées. Donc, c'est, je trouve, une réponse aussi à cette question, et c'est une réponse qu'on peut faire effectivement quand on nous relate ces difficultés de recrutement. C'est aussi du fait, parce qu'il n'y a personne dans les, ça n'existe pas dans la formation initiale, c'est de raisonner compétences, et c'est le travail qu'on a fait pendant ces ateliers-là, c'est d'avoir une réflexion plutôt sur les compétences. Alors, je vois qu'il y avait une petite précision sur le témoignage tout à l'heure de Stenay. Madame Julion nous dit effectivement, il y a toujours eu des femmes sur la partie espace vert, mais beaucoup plus rares sur la partie bâtiment. Voilà, on voit qu'il y a encore une différence. Alors, pour tout vous dire, avec Micheline, on a été curieuse, on est allé voir la plateforme inclusion et on est allé voir les structures, comment elles s'étaient présentées. Et alors, je ne me souviens plus du nom parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais il y avait une structure qui avait expliqué mon activité, c'est bâtiment, mais entre parenthèses, on fait ça, telle activité, telle activité, telle activité. Donc, du coup, on voyait, il y avait peinture, papier peint, il y avait d'autres choses. Et on voit très bien qu'en le détaillant comme ça, c'est plus facile, par exemple, pour tout le monde de se projeter, de se dire « Ah oui, mais c'est quoi exactement qu'ils font ?» On avait eu la même réflexion en espace vert. Il y a espace vert et espace vert. C'est pas la même chose de faire l'espace vert comme le font certaines structures sur des terrains faciles d'accès ou sur des terrains très accidentés. Voilà, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Et quand déjà la structure, elle présente ses spécificités et ce qu'elles font réellement, c'est beaucoup plus facile de pouvoir se projeter. Après, la question du bâtiment, ça rejoint aussi la question qu'on soulevait tout à l'heure dans la première partie, qui est la question de l'intégration et de l'accompagnement dans les collectifs de travail. C'est aussi une réflexion qu'il faut que vous ayez. C'est bien de vouloir ouvrir, par exemple, vos métiers masculins aux femmes, mais il faut aussi réfléchir à comment je vais accueillir les femmes et comment j'accompagne mes collectifs sur cet accueil-là. Donc tout à l'heure, on avait l'exemple d'une jeune femme dans une équipe de 12 hommes et que ça se passait très bien. Mais ça veut dire que c'est aussi une attention à avoir au quotidien pour faciliter l'intégration de la personne de l'autre sexe, parce que sinon, les personnes ne restent pas. Et dans le bâtiment, c'est l'écueil premier, c'est que les femmes ne restent pas. Et parfois même, les femmes préfèrent monter leur propre structure de femmes pour être tranquilles. Donc voilà, donc c'est vraiment des réflexions de fond qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez, ce que disait Amélie tout à l'heure, on vous a présenté 4 thématiques, les 4 sont hyper liées. Et en fait, les questions de stéréotypes de représentation, on va se les poser finalement à chaque fois dans l'organisation du travail, dans la communication, dans les parcours. Et puis les parcours, quand on va réfléchir au parcours, on va penser aussi aux conditions de travail, etc. etc. Donc, il faut vraiment avoir cette réflexion plutôt globale et pas du tout en tuyau d'orgue, comme on aime bien le dire chez nous. Alors peut-être avant de conclure, on avait une dernière remarque de Monsieur Leclerc, donc qui effectivement dit voilà, pour avancer sur la mixité, il faut commencer par la cellule familiale. Alors c'est ce qu'on dit, effectivement, il y a des choses qui vont dépendre de l'entreprise et d'autres choses qui nous dépassent et qui sont effectivement voilà, qui font partie de la société et de la manière dont on est voilà, éduqué, l'environnement dans lequel on baigne. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le premier pas, c'est déjà de le faire chacun. Voilà, plus il y aura d'hommes et de femmes qui auront cette prise de conscience et plus on pourra faire avancer les mentalités. Donc peut-être on va conclure ce webinaire. Alors merci, un merci tout particulier à tous les intervenants, déjà, hein, tous les témoins, toutes les personnes qui ont bien voulu se prêter à cet exercice, voilà, qui n'est pas un exercice très simple. Et puis, on voulait aussi remercier, citer quelques structures qui ont participé à l'action et qui ont notamment contribué à l'écriture de ce guide. Donc, on voulait remercier particulièrement le Centre socioculturel de la Cité Verte, les chantiers du Barrois, le silo Verdun Chantier et le GSAM 55 représenté par Cynthia. Voilà, je ne cite pas à nouveau les compagnons parce que voilà, vous avez participé tout du long et vous êtes encore là aujourd'hui. Donc là, on vous dit un grand merci et puis voilà.
Voilà, puis on Merci. remercie, Nous, on regrettera juste, les compagnons, on regrettera juste de manquer le théâtre. voilà, oui, j'allais en parler. Je souhaitais, J'allais en parler. alors, je souhaitais faire duo avec Estelle en particulier, donc je lui ai envoyé un petit coucou, donc ben voilà, ce sera un grand regret. Alors, En signe de clin d'œil, bien évidemment. Hein. c'est un très bon clin d'œil. Merci beaucoup, Alain. Effectivement, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on les a fait jouer au théâtre pendant les ateliers. Hein, tout un chacune ont participé, se sont mis en scène, ont accepté de se mettre en scène. Ce n'était pas toujours très confortable, mais ça a été très, très riche, très enrichissant et franchement, bravo. Et ils étaient prêts. On avait notre troupe de théâtre dans les starting blocks, puisque à l'origine, on devait faire cette restitution sous la forme d'une journée conviviale avec différents ateliers. Et vous aussi, spectateurs et spectatrices, vous auriez pu jouer aussi au théâtre avec nous. Je vais également remercier nos partenaires prescripteurs évidemment, mais pardon, nos partenaires et les prescripteurs et entre autres Cap Emploi, le CIDFF de la Meuse, le département de la Meuse, la mission locale du Nord-Meusien et du Sud-Meusien et Pôle emploi qui ont également participé à l'ensemble des ateliers et contribué amplement à l'écriture du guide que vous aurez entre vos mains à l'issue de ce webinaire, en tout cas en début d'après-midi. Et enfin, merci à tout le monde. Voilà, pour clôture. Pour clôturer. Merci encore Arthur, Marie-Laure, Brigitte, Jennifer, Alain, Jérôme et Camélia pour votre contribution au bon déroulé de ce webinaire. Merci beaucoup. Et merci Amélie. Et merci à toi À Michel. bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde.